Bonjour à tous, je vous invite tous à vous installer. On va commencer dans quelques minutes cette conférence, cette table ronde avec des intervenants de qualité qui sont là parmi nous, qui vont vous fournir du retour d'expérience. Donc n'hésitez pas à vous installer s'il y a encore quelques places disponibles au sein de la salle, les quelques personnes. Et puis les personnes qui finissent les échanges, je vous invite à les poursuivre à l'extérieur de la conférence. Très bien, je vous propose d'attaquer. Bonjour à tous, bienvenue à tous et bienvenue au cœur de cette conférence. On vous a construit une table ronde sous le signe de la circularité et de la donnée, de la data. Je m'appelle Nicolas Chevalier et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde inédite et d'accueillir des intervenants tous de qualité, de par vos parcours, de par vos profils, mais aussi vos visions de marché respectives. Je pense que c'est une chance réellement d'avoir tous ces profils-là avec nous aujourd'hui pour commenter ces différents sujets. Et ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de vous partager cette exploration au cœur de la circularité et de se poser la question, comment faire parler de la donnée, comment apporter cette donnée-là pour inventer les modèles de demain. Alors l'objectif de cette table ronde, à la fin, c'est de repartir avec des idées pour se dire, peut-être que vos entreprises, vous allez les faire évoluer, les faire tendre vers des modèles plus circulaires. Et donc c'est cette ambition qu'on va se souhaiter durant cette table ronde sur trois grandes parties. On vous l'a préparé en trois parties. On va prendre le temps, notamment avec Didier Veloso, de creuser un peu ce contexte-là, de se questionner sur l'opportunité de la circularité. Et puis après, on va plonger directement dans la data de l'information produit, de l'information client, de l'expérience client, et puis aussi de la performance, comment faire parler la data dans la performance et apporter de la valeur sur de la circularité. Et puis enfin, avec François-Xavier, on va regarder un peu les modèles circulaires de demain. Comment se projeter, comment créer des entreprises davantage circulaires. Ça va être un enjeu qu'on va creuser tous ensemble. Mesdames, Messieurs, je vous propose de vous présenter dans un premier temps pour que le public se fasse déjà une idée de vos différents parcours. Je vais commencer par vous, par Céline Duménil. Après 11 ans passés chez Carglass en tant que directrice du développement durable, aujourd'hui, depuis 2019, vous êtes au sein du groupe Auchan pour occuper le poste de directrice RSE. Donc une expérience qui va nous permettre d'éclairer, de mettre en lumière les pratiques au sein de ces différentes structures. J'enchaîne avec Emmanuel Ledoux. Vous êtes en place depuis 2019. Vous êtes directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire, un organisme de référence et d'influence autour de cette économie-là qui a beaucoup d'enjeux. On le verra ensemble sur pas mal de sujets. On continue avec François-Xavier O'Mahony. Vous avez commencé chez Accenture il y a 24 ans. Vous avez progressé au sein de la structure. Vous êtes aujourd'hui directeur exécutif Accenture Stratégie et Consulting, responsable sur l'aspect sustainability en Europe, sur différentes filières, la distribution, la mode ou encore le luxe. Didier Veloso, après avoir passé une vingtaine d'années au sein du groupe Nestlé puis Unilever, Didier rejoint GS1 en 2022 en tant que président exécutif. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément GS1, c'est l'organisation internationale neutre et à but non lucratif qui facilite et automatise les échanges entre partenaires commerciaux. On le verra par la suite sur le sujet. Et puis, pour clôturer cette table ronde, Julien Achour. Julien arrive au sein de Decathlon. Vous progressez dans les différentes étapes de cette entreprise depuis 2011 et aujourd'hui vous êtes directeur seconde vie pour Decathlon. Voilà, une société qui continue d'innover sur ces thématiques-là, donc on va pouvoir développer tout ça ensemble. Voilà, vous avez des intervenants de qualité, on a un programme très riche à débattre tous ensemble. Ce que je vous propose, c'est d'attaquer directement sur ce contexte-là. En quoi l'aspect circulaire est à la fois une opportunité pour les entreprises. Didier, vous allez nous apporter les clés et répondre à cette question des opportunités circulaires. Avec plaisir, Nicolas. Alors, la circularité ou le passage à l'économie circulaire est effectivement une immense opportunité pour toutes les parties prenantes. Pourquoi ? Parce que les faits sont là. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer d'une société d'abondance à un monde de la rareté, notamment en termes de matières premières,
À cela s'ajoute le fait que nous ayons une insécurité alimentaire et énergétique dans de plus en plus de pays. Et nous avons également un défi climatique hors norme. Alors, dans un tel contexte, l'économie linéaire qui repose toujours sur l'extraction, la production, la consommation de masse et par conséquent aussi une gestion de masse des déchets, n'est plus un modèle qui est soutenable sur le long terme. En revanche, une économie qu'on appelle circulaire et qui repose, elle, sur une extraction, une production, une consommation et une gestion des déchets beaucoup plus responsable, est-elle un modèle plus vertueux qui nous permettra en plus de gérer beaucoup mieux notre empreinte carbone. Et c'est en ça en fait que l'économie circulaire est une énorme opportunité. Alors les consommateurs l'ont bien compris et nous sommes plus de 70% déjà à dire à demander aux marques de nous faire des propositions qui sont des offres, des propositions plus responsables. Les pouvoirs publics l'ont bien compris puisqu'on le voit déjà qu'il y a beaucoup de réglementations qui arrivent et qui sont implémentées pour aller dans ce sens et accélérer la circularité de l'économie. Et puis, on voit aussi que les sociétés prennent ce sujet de plus en plus à cœur et présentent des ambitions de plus en plus fortes en termes de RSE. On le voit au niveau des KPIs et de leur souhait de délivrer sur ces points-là aussi. Et en face, on voit aussi des investisseurs institutionnels qui prennent de plus en plus en compte ces critères-là dans leurs investissements. Donc oui, c'est définitivement une énorme opportunité pour nous. Alors, je pense que tu nous as bien expliqué ces différents éléments sur cet aspect d'opportunité. Tout le monde est convaincu ici par cet intérêt de faire cette transition, mais quels sont les défis par rapport à ça? Quelles sont les difficultés pour des acteurs qui se disent « Ok, la circularité, c'est super intéressant, j'ai envie d'aller dans cette direction. » Voilà, quels sont les défis où ils font face aujourd'hui? Effectivement, pour faire simple, immense opportunité, immense défi également. La raison principale, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la part de circularité dans l'économie globale, on est à moins de 10%. Moins de 10%. C'est très faible. Et par conséquent, notre défi à tous, notre défi qu'on a tous en commun, c'est d'augmenter cette part de circularité dans l'économie globale. Alors, on l'a dit, la réglementation va jouer un rôle d'accélérateur. Encore faudra-t-il être prêt pour tous ensemble pour pouvoir se conformer à cette réglementation. On l'a vu, les consommateurs sont prêts. Encore faut-il continuer à nourrir ce désir de circularité. Ça passera, on en parlera un petit peu plus tard, par de l'information. Ça passera aussi par des nouveaux modèles, le vrac, la réparabilité, la seconde main, etc. Tout ça, il va falloir qu'on continue de nourrir ce désir de circularité, comme je l'appelle. Et puis, on va avoir besoin de plus en plus de collaboration. C'était déjà vrai dans l'économie linéaire. Ça va l'être d'autant plus dans l'économie circulaire que les défis sont immenses, comme on va le voir aujourd'hui, et que les idées, quelques-unes existent déjà, d'autres sont encore à inventer. Et dans tous les cas, il va falloir porter ces idées à l'échelle, encore un thème qu'on discutera un petit peu plus tard. Et tout ça, ça passera par une collaboration renforcée de toutes les parties prenantes. Mais je dirais qu'il y a un dernier point qui est très important aussi, une particule qui est peut-être plus essentielle et qu'on voit moins, c'est la donnée produit. Et cette donnée produit, elle doit être structurée, elle doit être renseignée, elle doit être interopérable, elle doit être partagée par tous, accessible à tous. Et sans cette donnée produit, eh bien, on ne pourra pas informer les consommateurs sur des choix d'un circuit court, sur des gestes d'anti-gaspillage. Et sans cette donnée produit, on ne pourra pas non plus mettre en place et à l'échelle des nouvelles idées qui pourront aider à accélérer la circularité. Donc comme le dit le thème, le résume si bien le thème de cette conférence, au cœur de la circularité, il y a une donnée essentielle, une particule absolument essentielle, et cette particule, c'est la donnée produit. Très bien, merci Didier pour ces explications très claires. Donc on se rend compte que la data, c'est un peu le dénominateur commun qu'il faut déjà préparer aujourd'hui, ces nouveaux modèles circulaires, même si ce n'est pas tout de suite opérationnel. Et donc ça fait notre transition parfaite pour cette deuxième partie, pour parler de la donnée, ce prérequis pour accélérer la circularité. C'est ce qu'on a évoqué, c'est
de creuser derrière sur l'aspect de l'information produit et client, sur l'aspect de l'expérience client et sur l'aspect de la mesure de la performance. Donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Sur cet aspect de normes, Didier, vous avez évoqué cet aspect que vous continuez à accompagner au quotidien à travers GS1 qui a établi des standards pour cet aspect particulier de l'information produit et aussi client. Comment voyez-vous l'évolution de ces standards-là pour permettre davantage de circularité? Voilà, quel est le rôle de GS1 et comment GS1 anticipe ces prochaines étapes dans les années à venir? Alors, tout à fait, Nicolas. Permettez-moi de rappeler d'abord qu'au cœur du métier de GS1, il y a la donnée produit et pour être encore plus précis, la donnée produit standardisée. Alors peut-être que tout le monde ne sait pas le rôle critique qu'a GS1 dans l'économie, mais pour faire simple, GS1 permet d'identifier un produit à partir d'un code unique qui lui est propre, permet d'identifier ce produit pour qu'il puisse voyager tout au long de son cycle de vie. Et en lui donnant donc un code et sur la base d'un data model qui est standardisé, un produit va avoir donc une identité unique et non ambiguë. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir reconnaître ce produit, encore une fois, tout au long de sa chaîne de valeur. C'est donc grâce aux standards d'identification GS1, qui, je le répète, sont interopérables et ouverts à tous, c'est particulièrement important dans l'économie circulaire, que la donnée produit va pouvoir circuler tout au long de cette chaîne de valeur. Et vous connaissez sans doute le code barre, le code à barre, et c'est un des moyens pour que cette donnée circule. Encore faut-il que ces standards, dans tous les secteurs dans lesquels nous intervenons, soient adoptés par le plus grand nombre et renseignés par le plus grand nombre convenablement pour que la donnée produit soit une donnée de qualité. Et c'est pour ça qu'au cœur du métier de GS1, nous avons aussi mis en place un registre de produits qu'on appelle Code Online et qui permet, quand un produit est mis sur le marché, eh bien, de retenir, d'enregistrer ces 7 attributs essentiels qu'on appelle la carte d'identité produit. Alors évidemment, cette expertise, GS1 a commencé déjà à la porter dans le monde de la mise au service, en quelque sorte, de l'économie circulaire. Et ça, c'est un point très important. On a déjà évidemment pris en compte toutes les exigences de ces nouvelles réglementations dont je vous parlais tout à l'heure, que ce soit la loi AGEC, que ce soit le Digital Product Passport qui va bientôt, dans 2 ou 3 ans, rentrer en vigueur en Europe. C'est très important qu'une société comme GS1, en partenariat avec les parties prenantes, puisse vous aider à être prêt pour qu'on puisse se conformer à cette nouvelle réglementation. L'autre point, bien sûr, c'est que GS1, en travaillant de façon collaborative, puisse s'assurer que l'information dont les consommateurs vont avoir besoin soit accessible par ces consommateurs. Et enfin, il est important aussi que nous aidions les parties prenantes, les acteurs, les marques, les distributeurs, à travailler sur tous ces nouveaux modèles d'économie circulaire. Gardez en tête que derrière un modèle vrac, derrière des initiatives anti-gaspi ou derrière un modèle de location, il y a forcément de la donnée produit et il y a forcément des données produits qui sont standardisées. Très bien. Du coup, on comprend cet aspect dynamique de données qui va être important dans le futur. Aujourd'hui, on a de la donnée, mais elle n'est pas forcément consolidée dans le processus. Et donc, c'est quelque chose qui va être essentiel si on veut permettre cette circularité de nos modèles. Très bien. On fait cette transition sur l'aspect de l'expérience client. Une fois qu'on a vu qu'il y avait de la donnée sur cet aspect du produit et puis propre au client, maintenant c'est l'expérience client. Et là, je vais me tourner vers vous, Julien, pour savoir un peu votre vision. Comment pouvez-vous nous expliquer une expérience client circulaire réussie pour les consommateurs? Parce qu'aujourd'hui, on distingue parfois différents types de processus, mais voilà. Comment, pour vous, en tant que retailer, vous avez défini une vision unifiée et circulaire sur vos modèles? Merci beaucoup pour cette question et puis merci mesdames et messieurs de venir à notre rencontre.
Je vais vous répondre avec à la fois beaucoup d'ambition sur ce que l'on veut faire, mais aussi beaucoup d'humilité sur là où nous en sommes. Quel problème devons-nous résoudre? Aujourd'hui, il me semble que vous avez tous, un grand nombre de produits dans vos garages, dans vos maisons secondaires parfois, à revendre et que vous allez utiliser très peu. Et en fait, les solutions que le marché vous apporte à l'heure actuelle, c'est de venir essayer de les décrire au mieux avec vos mots, avec vos données, et puis autour de cela, d'essayer de les valoriser le mieux possible. En fait, nous, pour une bonne partie des articles de sport, nous avons été contributeurs de la mise sur le marché. Si vous vendez sur le Bon Coin un vélo orange de taille enfant, nous, finalement, nous sommes capables de raconter la taille, le poids, les composants de ce vélo et les cas d'usage pour lesquels il a été conçu. Et dans ce sens, je pense qu'en respectant la matière qui a été extraite et transformée et aussi mise dans des bases de données, de reconditionner cette matière pour la restituer au bon moment, là où vous en avez besoin, dans un smartphone ou bien dans les mains d'un vendeur Decathlon, c'est ce qui permettra d'apporter beaucoup plus de valeur sur ce marché en proposant des économies transactionnelles du monde de l'occasion et de les amener vers le monde du reconditionné, comme par exemple l'entreprise Back Market l'a très bien fait sur le marché du smartphone. On voit que c'est une philosophie globale qu'impulse Decathlon, c'est-à-dire sur le retour produit qui est extrêmement longue durée et puis cette opportunité de la seconde main, de l'occasion. Il y a un aspect de data, mais il y a un aspect aussi de philosophie, j'imagine, par rapport à l'entité, à la culture de l'entreprise. Aujourd'hui, la raison d'être de Decathlon n'a pas bougé. Nous sommes là pour rendre accessible la possibilité de faire du sport à tous les utilisateurs. Et donc, autour des données reconditionnées de vos produits, on va peut-être pouvoir y associer demain des services. Parce que peut-être que ce que vous voulez, c'est pas posséder un vélo électrique reconditionné. Ce que vous voulez, c'est changer votre mode de transport jusqu'à votre travail. Et en fait, en associant ce couple produit-service, je pense que là aussi, Decathlon, si on arrive à franchir ce challenge, aura de belles heures pour les utilisateurs de demain. Très intéressant, parce que ce que tu soulignes, c'est surtout sur l'expérience client, c'est de répondre à un besoin qui peut être via de la location, de la seconde main, et de le développer. Si on continue dans cette logique-là, là je vais me tourner vers vous, Emmanuel, sur cet aspect de répondre à une expérience positive auprès des clients. Est-ce que toutes les entreprises ont cette capacité-là? Est-ce qu'il y a un enjeu d'environnement circulaire? Quelle est votre vision par rapport à ça? Aujourd'hui, on propose de la circularité, mais est-ce que toutes les entreprises peuvent proposer des modèles plus circulaires? Je trouve que le résumé qui vient d'être fait, la ambition, humilité, il est assez juste en matière de transformation vers l'économie circulaire. Parce que très clairement, l'ambition, elle est là. Je pense que désormais, on a un peu un stade, alors ça a été cher payé, hein, entre crise pandémique, guerre en Ukraine, on a vécu les difficultés d'approvisionnement, les pénuries, enfin, pas toute proportion gardée, mais on a enfin compris ce que c'était que d'être privé de ressources qui étaient nécessaires pour faire vivre des modèles économiques. Donc la conviction, elle est là. Moi, je dis de temps en temps, j'ai pas mon jumeau maléfique qui serait l'Institut national de la promotion du gaspillage. Je connais personne qui pense que c'est bien d'extraire un maximum et de tout balancer en mettant même pas dans la bonne poubelle. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois que maintenant on est même plus ou moins tous d'accord sur les mots, on l'entend, hein, réindustrialisation, tout le monde saute sur sa chaise en parlant, économie de la fonctionnalité, réparabilité, recyclabilité. On commence juste à prendre les conséquences de finalement qu'est-ce qu'on demande exactement. Et est-ce qu'on est même sûr d'ailleurs de vouloir ce qu'on le demande? Alors, c'est très net hein, quand on parle, je ne vais pas passer son temps là-dessus parce que ce n'est pas tout à fait le thème de la conférence, mais dès qu'on parle transition énergétique, par exemple, on voit bien qu'on peut être un petit peu clivé hein, quand même hein, entre ce qu'on demande et ce qu'on veut. Quand on parle aussi réindustrialisation, on veut tous reprendre la main sur notre production, mais enfin de là avoir des usines chez nous, on s'interroge un petit peu plus. Et pareil, quand on commence à transformer, alors là sur les sujets qui nous regardent, on se rend compte que derrière une forme d'évidence presque, hein, quand tu dis la question c'est mon besoin plus que la propriété du vélo, en fait ce que je veux c'est un vélo quand j'en ai besoin, d'en être propriétaire ou d'en avoir l'usage, ça ne change pas grand-chose, mais ça entraîne des transformations, des chaînes de valeur économique qui derrière une forme de conviction, même presque d'évidence, sont absolument énormes. Alors là on a la chance d'avoir un grand groupe qui est finalement presque en capacité de faire cette transformation tout seul,
Mais encore, enfin, on voit bien que là, dès lors qu'on commence à parler reconditionnement, réparation, il va falloir des gens qui réparent, il va falloir de la logistique, de la supply chain circulaire. Et pour l'instant, on fait de la circularité avec les moyens du linéaire. On est économie circulaire, mais avec une supply chain linéaire. On a des indices de réparabilité, de recyclabilité, c'est formidable, hein, mais derrière, on n'a pas les réparateurs pour transformer le réparable en réparé, ou en tout cas pas dans les bonnes proportions. On n'a pas le foncier disponible qui nous permet d'organiser les chaînes logistiques. Donc on est vraiment à ce moment-là où il va falloir coopérer, hein, ça a été dit, il faut que le secteur public coopère, le foncier mis à disposition en zone dense, c'est là. Il va falloir former des réparateurs, il va falloir installer des unités de recyclage et il va falloir apporter ce qu'on évoquait un peu en préalable, la supply chain circulaire, qui est celle qui permet finalement d'avoir les bonnes data, enfin, pour transformer, pour reconditionner, pour faire vivre plus longtemps, il faut savoir de quoi on parle. Et ça, la maîtrise de toute la chaîne de vie, de la data, ce qui va apporter beaucoup de sécurité et qui va lever aussi pas mal de freins qu'on peut avoir dans l'usage de l'économie circulaire. Je pense en particulier aux questions d'assurabilité, mais pas que, hein, également les freins économiques, les freins juridiques, les freins comportementaux. Donc on a vraiment besoin de ça. Et de voir que là, il y a des acteurs effectivement qui se positionnent et qui assument finalement, et je reprendrai ambition, humilité, qui assument l'ambition avec l'humilité de se dire que c'est quand même super compliqué parce que sinon, d'une certaine façon, ça serait déjà fait. Parce qu'encore une fois, on est tous convaincus. C'est un moment qui est assez intéressant. Et là, il y a vraiment une responsabilité collective. Alors, ça fait plein d'emphase de dire ça comme ça, mais il ne faut pas trop tarder, quoi. Enfin, je n'ai pas le t-shirt, il n'y a pas de planète B, mais le cœur y est. Donc, il faut vraiment qu'on soit en capacité de transformer très rapidement. Et quand on voit, nous, dans les enquêtes, etc., qu'on peut faire, les interrogations, à peu près 100% des industriels sont prêts à aller vers plus de circularité, hein, selon un chiffre... Bon, un peu au doigt mouillé, hein, mais enfin, globalement, personne, encore une fois, ne dit non, mais moi, ça va, je gaspille, ça passe bien, et puis de toute façon, dans 20 ans, je suis mort, donc on verra bien la suite. Tout le monde essaye de changer. Et si c'est difficile, c'est parce que c'est difficile, en fait, fondamentalement. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est qu'il faut un réel investissement, investir dans cette direction-là. Vous l'avez évoqué aussi en off, c'est qu'aujourd'hui, on a du reconditionnement, mais sur la plupart, c'est des produits neufs qui ont une durée de vie qui est très courte. Et qui n'est pas forcément un vrai... je le dis vraiment qu'en off, en général. Non, mais on a un peu du faux reconditionné, quoi. Enfin, j'économise plein de carbone avec mon téléphone qui avait seulement 1 an. La question, c'est quand on arrivera à avoir des téléphones qui ont 10 ans, là, on commencera à vraiment parler reconditionner, réparation. Là, on change notre façon d'amortir. C'est déjà un bon début, hein, mais bon. Le questionnement est vraiment sur les filières, la chaîne de valeur, et pour ça, il faut... aller de l'avant et voilà, des entreprises doivent se projeter réellement dans cette vision-là parce qu'on sait que c'est un investissement qui va être coûteux, peut-être pour réindustrialiser. Au-delà de ça, je dirais même, au-delà de l'investissement, c'est l'absence de choix. Hein. Enfin, la sécurisation des approvisionnements, c'est plus une vie de l'esprit. Hein. Enfin, on a quand même un vrai sujet dès maintenant. Hein. Mais... Très bien. Très bien, merci Emmanuel pour ce regard approfondi. Je vais me tourner vers vous, François-Xavier. Je sais que vous accompagnez pas mal de structures au sein de votre rôle chez Accenture sur ces thématiques-là. Quelle est votre vision, vous, par rapport à cette circularité sur la donnée? Est-ce que les acteurs sont déjà en mouvement? Ils accumulent déjà de la donnée pour se projeter sur des modèles plus circulaires. Voilà, quelle est votre vision, votre retour? Alors oui, les acteurs sont déjà en train de se positionner avec ambition et Decathlon en est un exemple concret et Auchan également. Et aujourd'hui, sur la data, en fait, la circularité, elle nécessite de la donnée pour être mise en œuvre, mais la circularité, elle génère aussi de la donnée. Donc c'est dans les deux sens. Et la circularité nécessite de la data, tout simplement parce que c'est comme si votre référentiel produit était multiplié par 15. C'est-à-dire que vous avez non seulement vos produits que vous avez en linéaire et que vous vendez de manière linéaire, d'ailleurs, comme le nom l'indique. Mais vous avez également tous les produits en circulation qui ont été achetés dans l'année, les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, voire les 10 ans, les 10 dernières années. Et là-dessus, vous avez envie de savoir quoi? Vous avez envie de savoir quelle a été la fréquence d'usage de ce produit, quelle a été sa capacité, quels ont été ses problèmes de réparation, est-ce qu'il y a eu des réparations et lesquelles, quels ont été à quoi ils ressemblent en termes aujourd'hui d'état. Hein. Donc tous ces éléments-là sont devenus nécessaires pour mettre à l'échelle un business circulaire. Donc on est vraiment à la fois sur une explosion des volumes de données et sur une augmentation des attributs de ces données.
Et donc on est vraiment sur une révolution de la donnée. Et donc pourquoi la donnée c'est important? Parce que lorsque vous êtes en train d'essayer de collecter de la matière première ou des produits usagés, comme des vélos par exemple, ou comme des paddles, ou comme des trottinettes, effectivement, vous avez besoin de savoir, d'avoir la photo, de savoir d'estimer rapidement le prix, hein, parce que la seconde vie, c'est aussi une notion d'estimation d'un prix de seconde vie. Et ça aujourd'hui, c'est fait un peu de manière, simple par les clients en C2C, hein, avec Vinted, etc. Demain, ça devient quelque chose de structuré et le prix de la seconde vie doit être backé par de la donnée. Donc, mettre en place de la circularité, que ce soit de l'occasion ou de la location, ça demande beaucoup de données. Mais aussi, l'occasion et la location et la réparation, ça génère beaucoup de données. Et cette donnée est valorisable. Parce que, et là je prendrai l'exemple de Rent the Runaway, qui est un acteur de la location de vêtements aux États-Unis, et qui propose à ses clients de louer pour une occasion, une fête, un mariage, une occasion spéciale, un vêtement de haute couture, de designer, pour 1, 2, 3, quelques jours. Eh bien, avec ce service-là, Rent the Runaway arrive à collecter des données sur les mensurations des clients, sur les occasions de porter ces vêtements, sur les points d'usure de ces vêtements, autant de données qui sont précieuses pour le design et qui sont donc vendues en fait aux marques qui louent leurs vêtements. Donc c'est aussi une manière pour les marques, ces nouveaux services de location et d'occasion, d'entrer plus fréquemment dans la vie de leurs clients, puisque lorsque un produit est en fin de vie, eh bien, la marque peut avoir une solution pour vous en vous proposant de le vendre pour votre compte. Lorsque votre produit a un problème, la marque peut vous proposer de le réparer ou de l'améliorer. Et donc là encore, la marque a une solution pour vous. Donc tout se passe comme si la circularité, au-delà de l'impact environnemental, a un impact business énorme. Ce n'est pas que environnemental, c'est à la fois environnemental et pour le business. Voilà. Très intéressant de comprendre comment ça peut impacter cet aspect de données, les produits et puis la création de valeur par la suite. Ce que je vous propose maintenant, c'est de parler de mesures de la performance. Voilà, comment aujourd'hui une mesure de performance côté retailer peut être faite sur cet aspect de circularité. Et je vais me tourner vers vous, Céline, pour un peu avoir votre vision, d'après votre large expérience au sein de différents acteurs. Je sais que vous avez certains indicateurs. Comment vous pilotez en interne? Est-ce que vous avez déjà mis des indicateurs? Et quels sont ces indicateurs-là pour s'orienter vers davantage de circularité? Merci, bonjour à tous. Alors chez Auchan, on va être assez complémentaire avec l'offre non alimentaire que propose Decat. On a chez Auchan de l'alimentaire et du non alimentaire. Je voudrais ici vous parler de l'alimentaire parce qu'on peut se poser la question de se dire comment est-ce qu'on intègre la circularité sur des problématiques de l'alimentation, alors qu'on pourrait penser on extrait, on produit, on consomme ou on jette. Et la vraie problématique, c'est déjà de ne pas jeter, de ne rien jeter et de tout réutiliser, de tout utiliser. Le gaspillage alimentaire, c'est un scandale. Donc, il faut œuvrer pour cette lutte contre le gaspillage. Chez Auchan, c'est une de nos priorités de politique RSE depuis maintenant plus de 3 ans. Et on a utilisé vraiment un super outil de données, de data qui s'appelle Zero Waste, qui nous a permis dans 3 pays où nous sommes implantés, en Roumanie, en Russie et en France, d'aller vraiment traquer le produit de sa mise en disposition en magasin jusqu'à sa fin de vie en magasin pour pouvoir l'utiliser, le vendre au maximum et ainsi aussi faire des bénéficiaires qui potentiellement sont aussi en problématique de gérer leur portefeuille, de pouvoir avoir accès en fait à beaucoup d'aliments qui iraient normalement soit à la poubelle, inacceptable, soit donnés aux associations. Alors c'est génial de donner aux associations, entendez-moi bien, je veux pas dire, n'entendez pas ce que je n'ai pas voulu dire.
Mais notre rôle, ce n'est pas de donner aux associations. Notre rôle, c'est de donner accès à l'alimentation au plus grand nombre. Et dans ce rôle-là, Zero Waste nous a été extrêmement précis, extrêmement précieux et précis. Un exemple de données de performance, puisqu'on parle de perf, Zero Waste en France, c'est 25 millions de repas sauvés. 25 millions de repas sauvés. Voilà. 32 millions de tonnes de produits évités. Ça représente 12 millions de tonnes sauvées, puisque tout ça s'inscrit aussi dans une lutte contre le réchauffement climatique. Donc, premier exemple. Et puis un deuxième exemple sur l'alimentation qui va être autour de l'emballage. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je vais parler de ça. De l'emballage, parce que la circularité dans l'alimentation, il y a un sujet qui est clé, c'est l'emballage. Le plastique, c'est horrible. Haro au plastique, on est tous OK là-dessus. Mais le plastique, c'est quand même, d'un point de vue sanitaire, encore, jusqu'à présent, une des solutions qu'on a trouvées la plus précise, enfin la plus nette, pour pouvoir préserver la santé du consommateur. Mais ce plastique, en fait, il est génial parce qu'on peut le recycler. Donc, tout l'enjeu, c'est de savoir recycler, de pouvoir recycler le plastique que l'on émet et puis de pouvoir se sourcer de plastique recyclé. Et là, je vais parler perf et puis je vais reprendre une info qu'Emmanuel, un élément qu'Emmanuel a dit, c'est la problématique, c'est de savoir si on a sur le marché tous les acteurs pour nous permettre de faire ça. Alors nous, on est présent dans 10 pays. On a un objectif de recyclage de nos emballages dans 100% de nos pays, sur l'ensemble de nos emballages à marque Auchan. Et en fait, on s'est rendu compte, après une étude assez précise sur nos données emballages, que 70% de nos emballages étaient aujourd'hui recyclables, mais seulement 60% étaient recyclés parce qu'il n'y avait pas, dans l'ensemble des pays où on était embarqué, où on était présent, de solutions pour recycler les plastiques. Donc voilà, donc la circularité sur l'alimentation, c'est aussi, je dirais, c'est tout aussi important. Économie pour la planète, économie pour le consommateur, économie pour nous, parce que, enfin, en tout cas, bénéfice pour nous, parce que forcément, le produit qu'on n'a pas jeté, on l'a vendu, donc ça génère de la marge, et donc tout ça, c'est assez vertueux. Donc on invite toutes les entreprises à suivre déjà ces indicateurs-là, même si demain ils n'ont pas forcément d'action, mais déjà d'accumuler de la data pour avancer dans ce sens-là, c'est très important, on l'a compris. Je peux juste rajouter un truc. Je voudrais dire que chez Auchan, on a ce qu'on appelle un reporting de progrès PPP, People, Planet, Profit. Les deux indicateurs dont je vous ai parlé, qui est de la réduction du gaspillage alimentaire et la recyclabilité, le recyclage de nos plastiques, font partie de ce reporting de progrès qui est suivi tous les mois par l'ensemble des directeurs généraux du groupe et qui fait l'objet d'un reporting extra-financier, blablabla, comme il faut le faire. Mais en tout cas, c'est suivi au niveau mensuel dans nos tableaux de bord. Très intéressant, ces sortes de matrices et concepts clés, je pense, pour l'ensemble des participants. Si on fait la transition, si on a encore quelques sceptiques peut-être dans la salle qui se disent circularité ne rime pas avec performance économique, Julien, je me tourne vers vous. Pouvez-vous nous donner votre vision par rapport à ça et peut-être certains indicateurs, certains éléments pour vous, voilà, c'est compatible, circularité et performance économique? Alors d'abord, je vais vous raconter la première fois où j'ai vu une expérience circulaire chez Decathlon, une grosse vente de vélos. Ben, en fait, messieurs, dames, c'est la seule et unique fois depuis une dizaine d'années où j'ai vu des gens courir pour s'acheter des produits dans une surface physique avec un business model rentable. Je nous invite donc à nous questionner à qu'est-ce que l'on doit mettre dans les premiers mètres linéaires de nos magasins ou sur les premiers packshots de nos sites internet. Évidemment, l'équation, elle doit être là, la rentabilité, mais aussi la durabilité. Donc oui, il existe effectivement, et nous avons travaillé tout l'été pour modéliser donc, les combats que l'on va mener pendant les prochaines années chez Decathlon. Donc effectivement, il existe très concrètement, quand on s'y penche de manière intensive avec des experts, des business models que l'on peut conduire durablement. Mesdames, messieurs, suivez cette voie. Ensuite, qu'est-ce que l'on veut faire durablement? Effectivement, on doit migrer d'une expérience purement linéaire, que l'on va appeler quantitative, comme l'a déclaré aussi bien Bertrand Piccard, pour ceux qui le connaissent, cet aviateur suisse,
Et en fait, on doit migrer vers quelque chose qui n'est pas de la contre-performance et de la décroissance, mais quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la croissance qualitative. Qu'est-ce que l'on peut se permettre? Quel est le niveau de marge avec lequel on peut vivre justement, et quel est le niveau de service et d'énergie que l'on doit utiliser pour consommer du CO2. Et désormais, chez Decathlon, lorsque l'on conçoit un produit, on ne fait plus un produit pour faire du chiffre d'affaires. On fait un produit pour rentrer dans un tunnel vertueux, compatible avec notre trajectoire 1,5 degré, et qui rentre dans un tunnel dans lequel on fait de la marge et avec du CO2 acceptable. Sinon, en fait, on ne fait plus partie de la stratégie Decathlon. C'est ça que l'on va vouloir conduire. Et donc, quand on est là-dedans, l'économie circulaire, c'est un must-have. La réparation, la location et l'occasion. Maintenant, si vous voulez trouver de la marge sur le modèle de l'occasion, ma responsabilité, il faut raconter une nouvelle histoire, une histoire avec plus de valeur. C'est pour ça que je vous parlais de mieux raconter les produits pour les vendre plus cher qu'on ne les trouve sur les plateformes, pour raconter vraiment tout ce qu'ils sont. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est les mettre dans des modèles de reconditionnement où on apporte le juste niveau de valeur autour de ce qu'il leur faut pour garantir leur réemployabilité à 100%. Est-ce que je les reconditionne localement? Probablement pour des produits simples. Est-ce que je les fais remonter dans une filière de reconditionnement plus exigeante et à distance? Effectivement, quand on va parler de processus complexes. En tout cas, cet univers est possible et je vous invite à le visiter comme j'ai eu l'occasion de le faire ces derniers mois. Très intéressant ce changement de paradigme, de réfléchir beaucoup plus en cycle plutôt que juste en chiffre d'affaires généré. Merci à tous pour ces retours très intéressants, illustrés d'exemples. J'espère que ça vous a permis de vous ouvrir sur pas mal de thématiques. Maintenant, je vais me tourner vers vous, François-Xavier, pour se questionner sur les modèles d'affaires circulaires de demain, vers où on veut tendre. Quelle est votre vision par rapport à ces témoignages-là et comment vous imaginez l'évolution des choses sur la circularité? Alors, effectivement, la circularité, pour nous et pour toutes les entreprises qui s'y mettent sérieusement, c'est un peu l'avenir, parce que ça combine à la fois la lutte contre le réchauffement climatique et donc la mise en place de la trajectoire net zéro des entreprises, et aussi une demande client et donc une opportunité business. On a juste fait, nous, une petite enquête à l'occasion de la COP chez Accenture, et plus d'un tiers des grandes entreprises du G2000 se committent aujourd'hui sur la neutralité carbone. Donc, en revanche, sur ces 34%, donc les entreprises du G2000, c'est les 2000 plus grosses entreprises mondiales, mais pour 93% d'entre elles, elles sont en retard. En fait, elles estiment qu'à date, elles ne sont pas capables d'arriver à l'objectif auquel elles se sont engagées à l'horizon prévu. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le modèle d'affaires linéaire ne permet pas, si on ne se pose pas vraiment la question, ne permet pas d'arriver à cet objectif. En revanche, introduire des modèles d'affaires circulaires comme l'occasion, la location, la réparation, c'est à la fois répondre à un besoin client, répondre à un usage, comme le disait Julien, faire du chiffre d'affaires, mais c'est éviter d'extraire la matière première et de reproduire et de produire à nouveau ce produit. Donc c'est vraiment win-win-win. C'est win pour la planète, c'est win pour les clients et c'est win pour l'actionnaire parce que ça fait du chiffre d'affaires. Et donc c'est vraiment l'opportunité de se lancer, quitte à éventuellement revoir ses ambitions sur les produits neufs, entre guillemets, ce que certains ont eu le courage de faire. Et donc c'est bon parce que dans une logique, comme l'a dit Denis, de crise énergétique et de crise des matières premières, eh bien, on répond à des besoins sans consommer de l'énergie, sans consommer de la matière première. Ça permet aussi du chiffre d'affaires et de la marge additionnelle, avec une demande des jeunes générations de plus en plus importante sur l'occasion. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, votre acheteur, même de produits neufs, regarde la valeur de ce produit d'occasion avant de faire son achat. Donc il y a interconnexion entre la valeur d'occasion et la valeur à l'achat, et le critère d'achat. C'est aussi, et donc on a fait des études, nous, Accenture, il y a assez peu de cannibalisation entre le produit neuf et le produit d'occasion, ou entre le produit de location et le produit neuf. Pourquoi aussi? Parce qu'un produit d'équipement lourd, vous pouvez très bien l'essayer en mode location et ensuite décider de l'acheter.
Donc c'est en train de se développer. Le marché du smartphone le montre de manière incroyable avec Back Market, mais aujourd'hui le marché des téléphones d'occasion c'est 11% du total du marché en France. C'était 5% il y a 3 ans, donc x2. Le marché de la voiture d'occasion, il est en train d'exploser aujourd'hui. Alors aussi parce qu'on n'arrive pas à produire des voitures neuves, mais quand même. Donc il y a quand même quelques signaux faibles qui montrent que l'occasion est en train de prendre une vraie ampleur aujourd'hui, et que donc c'est une opportunité de chiffre d'affaires et de marge. La marge, Julien en parlait, sans parler de trahir de secret, il y a quand même des moyens de rentabiliser cette offre. Ensuite, c'est aussi une possibilité pour les marques de rendre accessibles leurs services et leurs produits. Parce que l'occasion, c'est 20 à 30% moins cher que le neuf, et ça peut remplacer avantageusement quelques produits premier prix qui sont peu durables et qui en revanche consomment et émettent du carbone autant que les produits haut de gamme. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a une vraie opportunité business. Comme je disais aussi, c'est une nouvelle capacité pour les marques d'entrer tout au long du cycle de vie du produit chez le client, puisqu'on veut dire un acteur de la réparation, un acteur de la seconde vie, un acteur de la location, et donc c'est des moyens aussi de devenir un partenaire du client dans sa consommation. Il y a des enjeux aussi de valorisation de la donnée et de complément de revenus par rapport à cette offre de services circulaires. Donc on l'a vu, ça répond à la fois des engagements, à des exigences de décarbonation, de profitabilité et de renouvellement de l'expérience client. Et donc c'est, je pense, une vraie opportunité pour toutes les marques de s'y pencher de manière sérieuse. Et nous, on a eu la chance d'accompagner Decathlon et Auchan sur ces sujets-là. Et c'est des collaborations fructueuses. Très bien. Merci François-Xavier pour cette conclusion très riche. On l'a vu durant cette conférence, il y a une question de vision sur la circularité. Comment vous souhaitez tendre vers ce domaine-là, de récolte de la donnée, de préparer le terrain pour demain, même si vous n'avez pas forcément le modèle aujourd'hui. Et puis de récolter cette performance, de voir comment on peut tendre à davantage de performance sur son chiffre d'affaires, sur son modèle économique. Donc j'espère que cette table ronde vous aura donné au moins des ouvertures, ouvert de nombreuses portes. Je pense qu'on peut remercier l'ensemble de nos intervenants pour le partage de leur expérience. On peut les applaudir, là, merci. Merci à tous pour votre participation et puis je vous dis à très vite pour une prochaine conférence.